Bonjour, c'est Clémence Guédan. Retrouvez-moi dans Wheel of Series avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi pour une nouvelle série consacrée au jeu de la dame, The Queen's Gambit. À retrouver sur wheelofcinema.bnp Paribas et sur vos applications de podcast. Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Rafik. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui murmure à l'oreille de la console et qui dompte les micros. Bonsoir Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Dans la famille Cronenberg, je voudrais le fils. Cette semaine, on parle de Possessor, le dernier thriller horrifico-technologique de Brandon Cronenberg. Il vient de sortir en VOD, DVD et Blu-ray. On y fait la connaissance de Teysa Voss, tueuse à gages nouvelle génération. Grâce à des implants neurologiques, elle peut habiter le corps de n'importe quelle personne et en prendre le contrôle. Pratique pour assassiner ses cibles sans se faire choper elle-même. Bon, évidemment, aller hacker l'esprit des gens pour commettre des crimes, c'est un peu déstabilisant psychologiquement, et ça le devient encore plus quand Teysa se retrouve coincée dans le corps de son hôte. Possessor s'inscrit sous le genre du body horror, qui propose des représentations perturbantes du corps humain à travers des transformations, des mutilations, des mutations. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle un autre réal, ça. Ben oui, mais est-ce que Cronenberg fils marche dignement dans les traces de Cronenberg père ? Est-ce qu'il arrive à se démarquer de papa pour trouver sa propre patte ? En tout cas, le film a décroché le Grand Prix du jury à Gérardmer cette année et a été récompensé dans les catégories meilleur film et meilleur réalisateur lors du Festival international du film de Catalogne en 2020. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs ? Je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Gucci. Gucci, la marque ? Oui. Ok. Moi, je vais dire exercice de style. Moi, j'hésite entre deux termes. J'allais dire fils à papa, tu vois, ce qui est facile, ou alors tartufferie. Voilà, l'un ou l'autre. Choisis, Clémence. Allez, tartufferie. Allez. Eh bien, on va creuser tout ça. C'est parti. Alors, Gucci, tu m'intrigues là, Rafik. J'ai envie qu'on commence avec toi. Alors, pourquoi Gucci ? Tout simplement parce que même si j'en vois pas beaucoup de ces nouveaux films d'horreur qui se voudraient un peu plus que de l'horreur, comme on dit, c'était quoi le terme qui était Elevated horror. Elevated horror, voilà. Il y a d'emblée dans le film, et ça dès les premières séquences, une volonté assez marquée de montrer que, attention, ici on n'est pas dans du cinéma d'exploitation. Attention, ici on est sérieux, il va y avoir beaucoup de sang et de gore, mais on a un message à faire passer sur le monde, tu vois. Dans la mesure où aussi ça se passe dans des univers qui se veulent assez chics, puisque les personnes qui sont assassinées sont des personnes de haut rang, donc on nous fait visiter des hôtels de luxe, etc. Il y a tout un filmage qui accompagne, dès la scène d'ouverture, tout un filmage qui accompagne ça, et qui est un filmage vraiment calqué sur ce qui fait bien en ce moment. La mise en scène du film, tous ces types de cadres, ces références photographiques plus que cinématographiques sont complètement dans la lignée de cette série assez prétentieuse qui était Mr. Robot, voilà, où on fait systématiquement ce qu'ils appellent des lower quarter quadrant ou je sais pas quoi, où en gros le personnage est cadré en bas de l'écran à gauche, au lieu avec un espace négatif énorme au-dessus de lui, etc. Et on a d'emblée ce genre d'imagerie là qui t'accueille et qui au fond te dit attention, il s'agit là d'un film distingué, d'un film qui boit son thé avec le petit doigt levé, et c'est finalement, voilà, c'est de la SF horreur
du catalogue Gucci. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Ouais, moi, Non, vas-y, je t'en prie. Merci, c'est gentil. J'ai pas envie de te couper la parole. Qu'est-ce qu'on est poli, c'est incroyable. Ouais, non, je suis hyper d'accord avec ça. En fait, enfin, moi, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Existence et avec plein d'autres films, mais bon, surtout Existence, parce que voilà, c'est un film de son père, mais c'est compliqué de voir la différence de traitement, où dans Existence, il y avait des trucs un peu cracra, c'était très organique, tous les comment on appelle ça, tous les appareils par lesquels il passait d'un univers à l'autre et entrer dans le jeu et tout ça. Et là, au contraire, c'est vraiment hyper aseptisé. On n'a que des endroits, des trucs très blancs, très cliniques. Même les appartes et les maisons des gens, c'est vraiment des catalogues de trucs de design scandinave. C'est super propre et tout ça. Et à côté, on nous balance des scènes soi-disant hyper gore, hyper choc. On parle de body horror, mais moi, le body horror... j'ai un côté craspec en fait dans le body horror que là j'ai pas en fait. C'est tu vois, le sang il est très rouge, il y en a partout et tout, mais je trouve que c'est jamais, moi ça m'a pas, j'ai regardé des critiques, j'ai vu que les gens disaient que ça y allait à fond, que c'était très violent et tout, et moi j'ai pas, enfin oui c'est violent, mais j'ai jamais été choquée par ça en fait. Je me dis ça reste dans l'exercice de style, de je fais ma scène super gore en ouverture, de à chaque fois j'aligne mes trucs, et en fait je sais pas, je vois pas le but. Ça lance plein de choses et ça traite rien. Dans ce que je sais pas, au départ, ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu où on t'explique pas. Au moins tu perds pas le temps en explications surappuyées sur ce qu'est ce monde et tout ça. Tu découvres un peu comme le personnage quand elle investit un nouveau corps et qu'elle se met en tête de comprendre comment fonctionne ce mec, quelle est sa relation, quel est son travail. Toi tu te mets un peu avec elle et tu essaies de comprendre dans quoi elle travaille, quel est son boulot, quel est ce monde où on te parle de quand elle apprend quel est le prochain contrat qu'elle doit faire. On apprend qu'il y a cette corporation, qu'elle doit aller tuer quelqu'un. On comprend un peu comment fonctionne ce monde, on sait pas trop, mais au final, t'as tellement peu d'informations que je trouve que ça existe jamais. Et moi, j'ai du mal à m'intéresser, en fait, parce qu'au début, on te lance sur ce personnage qui perd son individualité, qui perd son identité parce qu'elle rentre dans le corps d'autres personnes. Mais ça va pas du tout jusqu'au bout. Quand elle passe dans le corps de quelqu'un d'autre, tu dis, bon, bah, peut-être qu'on va voir. Mais non, ça même là, je trouve que c'est hyper mal mis en scène quand il y a cette espèce de lutte entre les deux où il essaie de l'étrangler, où il met le masque. En plus, bon, c'est des images qui étaient teasées sur l'affiche, c'est littéralement ça. On l'a vu dans les trailers et tout. Et je me dis, j'ai aucune surprise. Et pourtant, enfin, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à voir où va ce film. Et en fait, je sais pas, ça s'est fini. Et je me suis dit, mais ça aurait pu se finir il y a une demi-heure, ça pourrait se finir dans une demi-heure. Je sais pas où tu veux aller, quoi. C'est très très bizarre. T'es d'accord avec ça, Stéphane? Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense même qu'on peut remballer le podcast. Allez, salut. Non, c'est vrai. Mais le truc, c'est que, en fait, pour moi, c'est surtout que t'as peut-être un concept de base, qui pourrait être intriguant. J'entends, enfin, moi, tu me pitches le film tel que tu l'as pitché, par exemple, ça peut être intriguant. Mais en fait, ça lance énormément de pistes. Enfin, énormément. Ce serait exagéré de dire que ça lance énormément de pistes, mais ça lance quelques pistes un réalisateur qui a quelque chose à dire sur le monde justement pourrait rattraper au vol et y compris sur notre monde actuel, tu vois, et se poser en fait des questions, quoi. Par exemple, on va spoiler le film quand même comme d'habitude, voilà. Le truc, c'est que par exemple, si tu veux, le personnage principal elle nous est présenté comme étant dans le corps d'une femme. Et comme c'est une femme elle aussi, la question, par exemple, si tu veux, du transgenre ne se pose pas. Sauf que, comme elle va atterrir plus tard dans le corps d'un homme, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, ça va peut-être être ça le sujet. De parler de transidentité. Voilà, exactement. Pas du tout. Tu vois, oui, surtout que ça pourrait être évoqué, parce qu'au moment elle regarde dans son caleçon, elle couche avec... elle est dans le corps de ce mec, elle couche avec sa meuf. Et t'as zéro information sur ce truc-là, c'est-à-dire que est-ce qu'elle a déjà été dans le corps d'un mec, donc elle a l'habitude, mais si dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle se regarde le zizi? On apprend que c'est la tueuse star de la corporation derrière, donc on se dit, ok, c'est sans doute pas la première fois qu'elle est dans le corps d'un mec, enfin... On peut se poser cette question-là, mais en fait, moi, j'aimerais bien que le film, en fait, si à défaut, en fait, si tu veux, de faire en sorte que moi, je me pose la question, en fait, si tu veux, aille au moins dans une direction. C'est tout le problème, c'est ce que pointait Marie du doigt, le film ne va pas dans cette direction. C'est-à-dire, il ne parle pas de ça. Donc, très bien, mais
Alors qu'ils se sont pris la tête sur le zizi en question, puisque c'est une prosthétique, et que ça a été discuté avec la comédienne. Est-ce que du coup ce personnage, lorsqu'elle intègre ce personnage masculin, est-ce qu'elle se retrouve avec un pénis, etc. Il y a carrément une interview qui a été donnée par le réalisateur autour du pénis dans le film. Donc voilà, c'était pas qui anodin. ne sert littéralement à rien, à part le fait qu'il va te le filmer effectivement, parce qu'à un moment donné il y a une scène de sexe avec entre le personnage qu'elle a incarné, quoi, et la femme de ce personnage, quoi. Donc du coup, là c'est pareil, quand tu regardes cette scène tu dis mais donc en fait elle sait comment ça marche, elle sait comment ça fonctionne, est-ce qu'elle va avoir un truc qui fait que en fait elle a pas l'habitude puisque c'est une femme de son côté, etc., physiquement, tout, non, rien, tout ça c'est des trucs, en fait ça n'existe pas. Donc d'accord, donc en fait tout ce qui est, on pourrait vraiment pointer du doigt tous les trucs, tous les actes manqués en fait du film, tous les actes, enfin pas les actes mais toutes les portes ouvertes, voilà, qui sont ouvertes pour rien, parce qu'en fait toi-même en tant que spectateur en plus t'es en train de les regarder en te demandant si ça va là, c'est-à-dire que ça se trouve lui c'est même pas posé la question en fait, tu vois, c'est ça, en tout cas il veut pas donner la réponse et puis il veut pas aller dans cette direction. Donc très bien, donc tu veux pas faire tout ça, très bien, donc t'es le fils de Cronenberg, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire du body horror? Très bien, alors explique-moi ton truc, tu vois. Et donc effectivement, comme disait Marie, de la même manière, t'as du gore craspec, t'as du gore ce que tu veux, etc., mais en fait, là, la question, et c'est une version uncut, hein, on te le précise, tu vois, attention, c'est uncut, ce film, il est uncut, tu vas voir, c'est la vraie vision du réel. On y va à fond dans le gore, tu vois. Et il y va, et par exemple, t'as cette scène, donc t'as une très belle scène de Sean Bean, parce que le mec, je pense qu'il veut avoir sa vidéo YouTube, tu vois, le réalisateur, et donc t'as une très belle scène de Sean Bean qui se fait éclater la gueule. Ah, t'as spoilé, moi pendant tout le film, je me demandais est-ce que Sean Bean va mourir. Mais c'était ça, moi, c'est ça, c'est le seul truc qui m'a tenu en haleine, je me suis dit, bon, il y a Sean Bean, il va forcément mourir. Sauf en plus, il ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il y a ce truc, en fait, qui apparaît. Il déjoue toutes tes attentes, tu vois. Non, mais voilà, il déjoue toutes mes attentes. Mais surtout, il déjoue totalement son sujet, sa thématique, on va dire, du body horror, parce que, en fait, Sean Bean se fait éclater salement, mais vraiment, il se fait exploser la gueule. Je me suis caché les yeux, voilà. J'ai juste eu les bruits. Il se fait enlever les dents, il se fait arracher les machins, il se prend des coups de balai dans la tronche, etc. Il y a péter un œil aussi. Péter un œil, etc. Et quand tu finis par le voir, le mec, il a 2 cicatrices sur le côté. Ouais, il y a un petit truc sur l'œil. Tu te fous de ma gueule, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, t'avais l'occasion, pour le coup, de faire un vrai truc crade, si tu veux, et étrange, tu vois. Ok, parce que moi le truc où il découpe la tronche de l'autre là, il se te fout sur la gueule, c'est tout pourri, hein. C'est de la série Z ça pour moi, hein. C'est vraiment voilà. Donc t'avais le moyen de faire ça, et en fait le mec il a 2 cicatrices de merde comme s'il venait de se manger un mur, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que, enfin voilà, t'as tout un tas de trucs comme ça où le mec finalement il finit par désamorcer le peu d'intérêt, j'ai envie de dire, que son film pouvait avoir. Donc oui, je rejoins Rafik aussi sur le côté pas Gucci, mais disons, enfin je comprends ce qu'il veut dire, mais ce que j'entends par là, c'est que je rejoins Rafik sur l'idée aussi que voilà, on y touche du bout du doigt, quoi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, et y compris dans la façon même en fait de le faire, c'est-à-dire que oui, en fait, peut-être que quelqu'un, et je comprends hein, qu'on puisse être dégoûté par, tu vois, des dents éclatées, des gerbes de sang, des machins, je comprends parfaitement, tu vois, mais le mec il s'inscrit dans le sillage de son papa, si tu veux, et en fait il fait du film comme son papa fait, tu vois, il y a 20 ans ou 30 ans, sauf qu'il ne les fait pas, tu vois. D'après lui, non. D'après lui, dans mon cul, tu vois. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais à un moment donné, ou alors il faut vraiment qu'il change de psy, quoi. Parce que là, le truc, c'est que, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, j'ai cette problématique aussi avec Cronenberg. C'est Cronenberg. Moi, ça fait, tu vois, par exemple, t'as cité Existence, Marie. Moi, j'avais déjà lâché l'affaire à cette époque-là. Pour moi, c'est un film qui est vraiment, c'était vraiment, ça faisait déjà un petit moment. Enfin, moi, j'aime pas trop Crash, tu vois, j'aime pas trop tous ces films-là, quoi. Mais j'avais déjà lâché l'affaire. Mais s'il y a bien un truc que tu peux pas enlever à Cronenberg, et il en a payé le prix pendant toute la première partie de sa carrière, en fait, c'est que ces thématiques, elles lui sont chères, elles lui sont propres. Enfin, je connais pas un autre réalisateur, en fait, qui a incarné ça de façon organique, vraiment, et de façon naturelle, quitte à se faire traiter de malade mental, hein, par une grosse partie de la critique, une grosse partie du public, quoi. Et je trouve ça assez croquignolesque, on va dire, que en fait on se retrouve avec ce film qui arrive donc 45 ans après les premiers Cronenberg, quoi, et que en fait c'est du prêt à penser. C'est-à-dire, c'est du prêt-à-penser critique. T'as le type, en fait, si tu veux, en gros, il regardait comme mon papa, je traite un peu des mêmes thèmes, et t'as envie de dire, mais t'es pas... Enfin, je veux dire, c'est pas dans ton ADN, ça, en fait, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, c'est pas des trucs que t'as développés. Dieu sait pourquoi Cronenberg, en fait, part dans cette direction, si tu veux, tu vois, presque, j'ai envie de dire, t'as pas envie d'être son psy, pour le coup, quoi, tu vois. Mais en fait, quand il le faisait, voilà, c'était organiquement du cinéma, là, ça l'est pas du tout, quoi. Et l'autre point, en fait...
Je sais pas si d'autres personnes ont des choses à dire derrière, mais l'autre point que j'aimerais rajouter sur ça, c'est qu'il y a aussi, si tu veux, un abandon en fait cinématographique là-dedans. C'est-à-dire que tu parlais par exemple de cinéma Gucci, tu renvoyais à des types de plans qu'on pouvait voir dans Mr. Robot ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont effectivement du pré-filmé, on va dire, si tu veux, pré-cadré, ce que tu veux. Et moi, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que il y a aussi cette problématique où moi, j'étais... Alors peut-être parce que j'ai regardé ça d'un œil torve, tu vois, mais j'étais un peu largué en fait sur qui prend le contrôle du corps, à quel moment en fait, quelle personnalité prend le contrôle du corps, tu vois. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est qu'à chaque fois que c'est censé plus ou moins arriver, là j'ai un petit montage digne du MoMA, tu sais, un truc expérimental des années 70, et t'as envie de dire putain, on est en 2021 mec, enfin tu vois, je veux dire, on est en 2020 quoi, tu vois. Donc arrête de filmer ça comme si c'était, tu vois. Et ça... Si tu veux, ces formes expérimentales que tu peux voir quand tu te balades dans le MoMA, par exemple, à New York, ce genre de choses, c'est des trucs, en fait, qui sont censés te questionner, toi, en fait, sur ce que tu es en train de regarder sur le moment, mais c'est des films à part, c'est des tout petits trucs, en fait, des petits montages, en fait, qui durent 3 minutes, 5 minutes, tu vois, tu t'enfermes dans une pièce noire, tu regardes ces trucs-là, etc., etc. Là, c'est utilisé comme un artefact de mise en scène pour te faire comprendre. Mais parfois c'est du Mel Brooks, hein. C'est-à-dire que sa volonté de vouloir faire Artie mène à des choses absolument absurdes, puisque donc la patronne de notre héroïne questionne un meurtre qui a eu lieu au début du film, et elle trouve rien de mieux à faire que de le projeter sur un écran géant, des gros plans des flaques de sang, juste pour qu'ils puissent filmer les visages éclairés par la projection du sang sur le truc. Et t'es là, tu fais, mais oui, bien, c'est évident que quand t'es dans une société de meurtre sur commande, on trouvera rien de mieux que de projeter des images de meurtre sur un écran de 8 mètres de haut, quoi. C'est absolument ridicule, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est du Mel Brooks. Cette volonté de faire Artie à tout point de vue. Bon, après, il faut préciser, hein, Brandon Cronenberg, c'est un artiste, puisque, bon, il a, en l'occurrence, un piercing à l'arcade sourcilière et un autre dans le nez. Donc, a priori, il fait partie clairement de cette caste. Mais, et c'est surtout, je disais que lui s'inscrivait pas a priori dans le sillage de son père, parce que je pense qu'il a vraiment une autre intention en faisant ce film-là. Il a raconté en interview, et ce qui était intéressant, c'est que l'idée lui en est venue quand il faisait la promotion de Antiviral, un de ses films précédents, très beau film aussi, où en fait il se retrouvait à devoir jouer un rôle qui était le rôle du réalisateur qui se fait interviewer, et que donc il s'est retrouvé à se regarder lui-même interpréter ce personnage. Donc d'où cette idée de nous mettre en scène des gens qui rentrent littéralement dans un rôle, puisque toute la scène où toute la partie où l'héroïne observe sa future victime dont elle va prendre possession, c'est clairement un comédien qui est en train de préparer. Mais sauf que ça, c'est pareil, c'est hilarant. Ce passage, il est hilarant. C'est-à-dire qu'en fait, le seul moment où elle fait ça, c'est qu'elle reprend une phrase. Et après, elle se fait griller, mais 10 fois, en fait, par le personnage en face, tu vois, qui lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Et tout. Et puis l'autre, t'es là. En fait, et tu dis, elle a préparé quoi? Elle a préparé une phrase, genre le dîner est prêt. Tu sens que là-dedans, le type, il a essayé d'élaborer un truc sur l'idée de la pénétration. C'est-à-dire, comment on pénètre une personnalité qui est pas la sienne. La nana, elle est manifestement obsédée par la pénétration, puisque donc elle, au lieu de tuer à coups de flingue sa première victime, elle préfère prendre un couteau et le charcler comme c'est pas permis. Et puis le plan du couteau qui rentre dans la gorge est un plan récurrent dans le film. Et évidemment, au moment où elle se retrouve dans la peau d'un homme, son premier réflexe, c'est de regarder si elle a bien un objet pénétrant entre les cuisses, quoi. Donc tu dis, ok, je connais pas non plus la biographie de Brandon, je sais pas ce qui s'est passé entre son oncle et lui quand il était gamin, mais il a probablement quelques comptes à régler avec l'idée de la prise de possession. Son oncle. Oui, c'est pour pas parler de choses vulgaires comme ça dans un podcast, mais il y a le film parle de personnalités fracturées. Il met en scène des choses qui, à mon avis, sont des choses qui sont vécues par les schizos et tous les gens qui ont des troubles dissociatifs. En fait, les images que l'héroïne a quand elle passe d'une identité à l'autre, là, ces espèces de fusion, là, de peau qui se déchire en deux, de morcellement, voilà, sont des visions qui sont souvent celles de personnes qui ont des personnalités fracturées, en fait. Lorsqu'elles passent d'une personnalité à l'autre, il y a des trucs qui se passent aussi dans le cerveau, il envoie des images parce qu'il comprend pas ce qui se passe. Je sais pas si vous êtes déjà tombé dans les pommes dans votre vie, mais le corps envoie, en fait, au cerveau des images suggestives qui ressemblent à du body horror.
Et il y a un symbole qui est utilisé dans le film de façon assez lourdingue, mais qui est un symbole qui est toujours associé dans le cinéma à la dissociation de personnalité, qui est celui du papillon. Puisque donc l'héroïne Scotch, en fait, c'est son totem, en fait, c'est ce qui lui permet de revenir à la réalité. C'est un petit papillon qu'elle a planté quand elle était gamine, qui sera le dernier plan du film. Je spoil, désolé. On a parlé ici dans ce podcast de ce film, ce grand chef-d'œuvre qui s'appelait Antebellum, et qui parlait aussi en partie de ça, et qui avait sur son affiche une nana avec un papillon sur la bouche. Bref, je vais pas citer Le Silence des agneaux, où il y avait aussi le même principe. Bon, c'est une figure récurrente liée à la dissociation de personnalité, qui est un thème de l'histoire du cinéma qui a été surexploité depuis Un crime dans la tête. Et donc effectivement, tu te dis, bon, là apparemment t'avais un truc, comme tu le dis, t'avais un truc nouveau à y rajouter. Jusqu'ici, on a parlé de split personality. Toi, tu parles maintenant de pénétration, c'est-à-dire que donc vas-y, va jusqu'au bout. Mais en fait, il va pas jusqu'au bout. Non, mais je pense parce que la plupart des thématiques vers lesquelles il se... Moi, j'ai aimé l'hypothèse que le mec, il a un trouble de la personnalité lui-même. Il sait pas qui il est, en fait. Ce qu'il a vécu en interview et qui a donné l'idée de son film, c'est un questionnement qu'il a sur lui-même, en fait. Mais genre, en réalité, je suis qui, quoi? Est-ce que j'ai été pénétré par quelqu'un d'autre? C'est pour ça que je disais qu'est-ce qui s'est passé avec son oncle, quoi. Donc, il y a aussi la question de l'identité, quand même, qui rejoint celle de ce morcellement et de la confiance de soi. Tu disais, Stéphane, que on la voit répéter à un seul moment, mais en fait, il y a d'autres moments dans le film où elle répète son texte, c'est avant de rentrer chez elle. Et j'ai lu des analyses, histoire de réussir. Je parlais de sa préparation, pardon. Hein, ouais, mais finalement... ça aurait pu être intéressant aussi quand elle répète. En fait, tu vois qu'elle s'éloigne de sa famille parce qu'elle voit qu'elle perd pied, qu'elle tue pas. En fait, elle doit tuer les gens. En fait, il y a aussi ce côté hyper amoral du film qui est pas traité non plus, mais où ils prennent un corps de quelqu'un qui existe et ils s'en servent comme vaisseau pour aller approcher la cible et le tuer. Et pour sortir de ce corps, il faut qu'ils le tuent. Donc en général, ils ont un flingue et ils doivent se suicider. Et elle le fait pas. Elle se fait tuer par d'autres personnes. Elle y arrive pas et tout. Et donc du coup, comme elle devient violente et je sais pas quoi, elle s'éloigne de sa famille. Elle quitte ou pas son mec, on sait pas trop. Mais elle répète effectivement avant d'aller dîner avec eux. Elle répète parce que t'as l'impression que c'est le côté où je perds mon identité. Je suis obligée de répéter des phrases toutes simples de la vie. Et en fait, c'est lancé au début. Et c'est pareil, ça revient pas non plus, en fait. On le revoit quand même plusieurs fois, où elle murmure ces mots-là, ou même quand elle est dans la peau j'ai plus le nom du personnage masculin, il le répète aussi. Et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'accéder à ses souvenirs à elle et ensuite de se rendre chez elle. Donc c'est quand même quelque chose de récurrent. Mais j'ai lu une analyse que j'ai trouvée assez intéressante qui expliquait qu'en fait, dès le départ, c'est pas qu'elle s'éloigne de sa famille à cause de son travail, c'est plutôt que elle le dit à la fin. On va spoiler encore, son mari finit par se faire tuer par le personnage qui incarne, enfin le personnage masculin, le vaisseau, on va dire. Et en fait, elle dit, je pense que en fait, je ne l'ai jamais aimé, ou en tout cas, c'est quelqu'un d'autre que moi. Et l'analyse que j'avais lue expliquait que finalement, elle répétait son rôle de mère de famille et de femme et d'épouse, tout comme elle répétait le rôle des personnages, des personnes... qu'elle allait hacker. Moi, je suis d'accord, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, c'est comment prendre un sujet finalement assez, qui pourrait être assez universel, hein, et très, actuel, hein, puisqu'il y a beaucoup de questionnements en ce moment sur ça, quoi, tu vois, et le ramener à la portion la plus congrue. En admettant que ce soit ça, c'est vraiment traiter rien, quoi. Non, c'est pas traité. Et puis surtout, comme tu l'as dit, ça se bouche le nez, en fait. C'est-à-dire que la même chose pouvait être abordée d'une façon beaucoup plus engageante, beaucoup plus drôle, beaucoup plus percutante. Enfin, il y a une scène qui aurait pu donner lieu à quasiment un remake de Total Recall, qui est effectivement la scène où sa victime a repris le contrôle de son corps et elle s'empare, en fait, elle prend le pouvoir sur la nana qui dirigeait ce corps-là, et donc ils sont tous les deux dans le même plan, en fait, ils se battent l'un l'autre, etc. Bon, bref, on aurait pu faire un truc intéressant autour de ça, si seulement on avait l'intention de faire un film un peu fun, c'est-à-dire de penser un peu au spectateur, de pas s'imaginer que le spectateur il est forcément à Sundance, forcément au Toronto Film Festival. Non, c'est ça. En fait, ça fait vraiment film de festival qui a une très haute opinion de lui-même et qui se regarde beaucoup filmer, comme lui se regarde jouer un rôle. T'as l'impression aussi que quand il filme, il se regarde filmer, il se regarde mettre en scène et je sais pas. Alors après, ça a eu des prix, ça a bien marché. Moi, j'ai eu plein de retours positifs, mais je me suis vraiment bien ennuyée, quoi. Je sais pas. Oui, ça, il faut déjà dire que c'est un film qui est quand même assez chiant. Assez chiant. Voilà.
Et il est pas si long en plus, il fait seulement 1h40, un truc comme ça, mais c'est... Mais... un film qui se prend trop au sérieux, en fait. Ouais, mais c'est même pas, encore une fois... un film qui joue ce rôle-là, ce rôle de film de festival. Les films de papa se prenaient au sérieux, c'est pas ça la question. Mais avec un amateurisme parfois déplorable, et y compris au niveau de la direction d'acteur, parce que alors, je trouve ça très intéressant, parce que moi, Jennifer Jason Leigh, j'ai toujours soupçonné que c'était une coquille vide, et que en fait, elle n'était brillante que par les gens qui la dirigeaient. Qu'elle absorbe les personnalités. C'est-à-dire qu'elle était presque un choix de casting idéal pour parler de ce genre de problématique, parce qu'elle-même, je crois qu'elle ne sait pas qui elle est au fond. Mais là, elle n'a pas grand-chose à jouer dans celui-là. Elle n'a pas grand-chose à jouer, mais elle est absolument nulle. C'est-à-dire que c'est... au début, je ne l'ai pas reconnue, parce que les années ont passé, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Tu ne regardes pas les films de Tarantino, et puis voilà. Oui, il y avait ça, effectivement, mais c'est surtout que le personnage jouait tellement mal que je me disais, mais c'est qui, ça ? Et du coup, j'ai checké le générique pour m'apercevoir que c'était Jennifer Jason Leigh. C'est affolant à quel point elle est laissée en roue libre, en fait, quoi. La personne, elle a rien pour se nourrir, quoi. Et sans même investir, en fait, encore une fois, le cinéma de papa, parce que, en fait, le truc, c'est que le cinéma de papa, c'était des cinémas d'exploitation, hein, en tout cas à l'origine. À sa bonne époque. À l'origine. Et surtout du cinéma d'exploitation pour le coup, on parle de body horror, mais qui se posait vraiment des questions sur le corps. Je suis désolé, hein, mais quand tu regardes Vidéodrome ou quand tu regardes La Mouche, pour le coup, c'est des films qui sont allés à des endroits où que tu n'as aucun film comme ça. En fait, à cette époque-là, t'as peut-être des films depuis comme ça, très mauvais, hein, tu vois, qui essayent de dimuler ça, quoi. Y compris, moi, je mets Existence dedans, quoi. Mais pour le coup, t'avais littéralement pas ça. C'est-à-dire que t'avais pas, comment dire, enfin moi c'est des images de Vidéodrome, personne n'avait fait ça avant, quoi, tout bêtement, quoi. Donc du coup, là, le voir faire 3-4 trucs, si tu veux, un peu foireux, qui ne se réclament effectivement pas du cinéma d'exploitation, quoi. Alors que, par exemple, si tu veux, en admettant même que sans se dire qu'il allait faire, tu vois, parce qu'il dit, il se réclame pas du cinéma de son père, mais c'est faux, en fait. Je veux dire, à un moment donné, tu le sais aussi que, enfin, il y a quand même un truc de, il a beau peut-être se questionner sur son identité. Je suis désolé, le mec s'appelle Cronenberg, si tu veux. Il va dans des festivals, ça s'impose, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Son film, il sort un peu partout, parce qu'à mon avis, il a son nom, quoi. Tu vois, qui va avec, quoi. Tu vois, et sur un malentendu, tu peux te gourer, quoi. Tiens, un film de Cronenberg, à nouveau, hop. Tu vois, donc, non, mais sans être méchant. Non, même juste par curiosité, tu te dis juste, c'est son fils, et le nom t'accroche quand tu lis le programme du festival, tu vois. Mais même en lui accordant, en fait, si tu veux, le fait qu'il ne veut pas faire du cinéma de papa, si tu veux, enfin, t'as envie de dire, essaye au moins de faire un vrai film fantastique, tu vois, je veux dire quelque chose. Ce sujet-là, c'est un sujet qui est un genre que moi j'adore en plus, qui est le genre du body snatcher, tu vois, qui est le genre en fait de comment en fait, si tu veux, tu te fais alpaguer ton identité, quelle est ton identité effectivement. Tous ces trucs-là, et qui prend des proportions généralement qui dépassent le cadre de la personne, de l'identité individuelle, pour poser la question sur l'identité d'une société, tu vois. Et le mec le fait. Non, mais jamais. Je suis sûr qu'il sait même pas ce que c'est, limite. Mais si, en fait, il a forcément dû réfléchir parce qu'il met les éléments en place. C'est ça qui est dingue. Parce que la victime, donc Sean Bean, dont on ne sait toujours pas à ce moment-là du film s'il va se faire tuer ou pas, donc le gros contrat du film, en fait, celui qu'on doit absolument tuer, il a la tête d'une compagnie de data mining. Le data mining, ça n'est rien d'autre que prendre possession de l'identité des gens pour en faire un produit que tu revends aux agences de renseignement, quoi. Donc c'est aussi suggérer qu'on est toujours dans cette dynamique de pénétration de l'esprit des autres, c'est etc. Pareil, le travail qu'a ce mec quand elle prend possession de son corps et qu'elle elle arrive et elle essaie de voir ce qu'il fait comme travail, il observe des trucs et en fait tu comprends même pas ce qu'ils font exactement et puis tu sais, tu te dis bon on va forcément y revenir et en fait t'y reviens jamais et moi j'aurais bien voulu en savoir plus sur ce monde, sur cet univers, cette corporation et tout et en fait c'est jamais c'est lancé comme ça et ça retombe comme un soufflé, c'est dommage, quoi. Et t'en viens à te dire en fait tout bêtement que donc voilà, t'avais un film qui avait un certain potentiel, on va dire, qui est absolument pas traité et qui en fait existe comme une coquille vide, tu vois, dans laquelle en fait tu peux projeter ce que tu veux. Par exemple, tu disais toi-même que tu avais lu une théorie et je pense qu'il y en a plein d'autres sur internet, des théories sur ce film, quoi. Sauf que c'est des théories où tu fais oui d'accord, mais en fait quand tu connectes les points, c'est trop vague. Tu vois, j'en reviens à cette idée de montrer, en fait, si tu veux, le truc par rapport à comment dire... C'est comme un test de Rorschach, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc où tu vois, alors qu'est-ce que vous voyez là ? Tu vois, ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, tu vois quoi ? Je sais pas, un vagin. Et toi, tu vois quoi ? Enfin, tu vois, tu peux voir tout et n'importe quoi, si tu veux, avec ces films-là. Et c'est en ça que c'est des films de festival. C'est-à-dire, c'est en ça, en fait, que tu vois, c'est très pratique pour les critiques qui peuvent sortir et se dire alors, tu sais, j'ai beaucoup aimé ce passage où ça parle d'eux. Et en fait, si tu creuses un peu vraiment...
Non, ça en parle pas. Ça parle pas de ça, en fait. Ça parle de l'histoire de ce personnage qui rentre dans ce corps de cet autre personnage qui... Voilà. Et en fait, à la fin, il y a à ne pas choisir une thématique, à en lancer 15 en l'air, en fait, si tu veux, et à voir laquelle retombe, et il n'y en a aucune qui retombe, bah, en fait, ton film, il est complètement creux et complètement vide, quoi. Et je sais pas si c'est du calcul de sa part. Ça, je pense que son père, c'est ce qu'il fait maintenant. Il calcule très clairement ce que la critique attend de lui, quoi. En tout cas, dans les derniers films que j'ai pu voir, quoi. Ça remonte un peu, mais voilà. Lui, je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà. Enfin, moi, ça m'étonne pas que ça prenne, quoi. Tu vois, qu'il y ait des gens qui se disent c'est quel film, tu vois. Donc. Bon, on va arrêter le massacre ici. C'est un mauvais jeu de mots. Je vous demande pas s'il faut le voir ou pas, ce film. Hein. Je crois que... c'est pas mal. Hein. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Possessor vient de sortir en VOD, DVD et Blu-ray. Donc, allez-y, regardez-le. Et puis, ça y est, vous l'avez vu. Vous voulez nous en parler. On attend votre avis sur notre répondeur. Retrouvez Capture Mag sur Facebook Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le passera dans la prochaine émission. Dans le dernier épisode, on parlait de Wonder Woman 1984. Pas une grande réussite d'après l'équipe, mais vous, est-ce que vous avez été plus clément ? Alain, toi qui as passé au crible tous les messages du répondeur, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ? Salut Capture Mag, c'était juste pour rendre un vibrant hommage à toute l'équipe qui a dû en une semaine se taper la Snyder Cut, Cherry et le truc 1984 là. Pour moi, ça c'est vraiment du journalisme engagé et bravo, vraiment bravo. Et oui, une dernière chose, désolé, je serai pas solidaire avec vous sur Wonder Woman 1984 parce que concrètement, Gal Gadot déjà dans le premier joue comme une chaussette trouée, donc voilà, rien que la bande-annonce de ce deuxième truc horrible m'a donné des aigreurs. Allez, courage. Donc j'ai vu Wonder Woman 84 et bon, je vais constater une chose, je crois que les films de super-héros ne sont plus pour moi, ce n'est plus possible, voilà. Alors moi j'ai pas vu le film mais j'ai vu la vidéo promotionnelle dont parle Julien. Effectivement, on y voit Gal Gadot qui a un très beau physique mais qui ne sait absolument pas l'utiliser, elle est pas du tout en rythme. Hans Zimmer tape sur son bon tant pis comme un bienheureux avec un t-shirt 60 Hz qui représente probablement la fréquence moyenne de sa bande-son. On y voit Tina Guo, la violoncelliste, qui joue de son violoncelle électrique comme si elle se taquinait le dindon dans une espèce de robe cuir rouge, soft porn années 80. Et Patty Jenkins est boudinée dans une espèce de robe lycra violette. Ça représente, je pense, absolument tout le bon goût de Wonder Woman 84. Ça dure 4 minutes. Voilà. On gagne du temps, c'est pas mal. Tout ce que j'ai à dire sur le film, c'est qu'ils ont tenté de faire un film dans la lignée du Superman de Richard Donner, mais au final, ils ont seulement réussi à faire un film comparable à Superman 3 et Superman 4. Devant Wonder Woman 84, j'ai eu un choix à faire. Un choix entre la mort cérébrale et le rire comme pur échappatoire. Donc j'ai choisi le rire évidemment, je m'en suis quand même tapé une sacrée tranche devant cette interminable succession de mèmes, tous plus invraisemblables les uns que les autres. Donc bienvenue dans un monde où la fanfiction en mode programme Adibou est prise au sérieux, elle dure 2h30 et elle coûte 200 millions de patates. Même George Orwell n'avait pas prévu ça je crois. Bisous à vous. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. Merci Clem. Merci Alain à la technique. Merci. Et merci aussi bien sûr à vous, tous les auditeurs qui nous suivent. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Un grand merci aussi aux tipeuses et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si vous voulez rejoindre les rangs des personnes qui nous donnent un coup de pouce et qui ont accès à notre serveur Discord, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur votre appli de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.